à tous les trois et merci de nous rejoindre aujourd'hui sur ce deuxième podcast interview de FIAM. Nous avions donc pour le premier invité Claude Boumindil qui, avec sa société Inclusion, déploie le programme FIAM dans toute la France aujourd'hui avec le financement du plan initiative compétences et d'autres financements. Et nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir dans les locaux de Meltit, donc l'agence de communication qui nous accueille, pour parler ensemble de ce chemin qui vous a conduit à un moment à intégrer un programme FIAM, puisque vous avez tous les deux été, et Antar et Sandrine, des participants aujourd'hui en poste et sortis de ce dispositif. Avec nous aujourd'hui, Vincent, merci aussi d'être là. Vincent qui va être notre expert témoin, voilà, et qui va éclairer un petit peu les différents propos que nous allons avoir lors de cet échange qui va être centré essentiellement sur un mot et donc des actions qui plaisent beaucoup à Vincent, c'est-à-dire le rebond. Comment, après l'annonce, après un accident, après une maladie, comment ce rebond est possible, et notamment en quoi l'emploi, la formation peut-être, et va permettre aussi ou va aider à opérer ce rebond. Moi, je m'appelle Marie-Laure Lavigne, donc je suis la dirigeante du cabinet Valera, cabinet qui intervient donc dans l'accompagnement des transitions et des mutations professionnelles, avec une expertise sur la diversité. Et j'ai la chance aussi d'être associée pleinement au déploiement du programme FIAM à travers le consortium porté par Inclusion. Pour commencer, du coup, je vous propose de vous présenter rapidement Antar. Bon, écoutez, bonjour à tout le monde. Je suis Antar. Moi, j'ai fait toute ma carrière en industrie papetière. Et en 2003, j'ai eu un accident de travail qui m'a un peu chamboulé, parce qui a mis ma carrière un peu sur le côté. Et puis voilà, puis j'ai su un peu rebondir quand il fallait rebondir. Voilà. Merci. Sandrine? Alors Sandrine, moi j'ai 46 ans. Donc moi j'ai un parcours hôtelier, c'est-à-dire j'ai fait l'école hôtelière et puis j'ai travaillé vendeuse en boulangerie sur Chambéry. Et en 2014 j'ai eu un accident et du coup je pouvais plus exercer mon métier. Donc il y a eu un arrêt de travail de 3 ans. Et puis heureusement j'ai rencontré Marie-Laure Lavigne du dispositif FIAM et aujourd'hui j'ai un emploi à ST Microélectronique à Grenoble. Merci. On va en parler effectivement de tout ce chemin. Vincent. Bonjour, moi je suis Vincent. J'ai un double parcours dans le monde du sport et de l'entreprise, avec un parcours de sportif de haut niveau en école d'ingénieur. Et pendant ma formation, j'ai eu un accident. Et c'est suite à cet accident que j'étais en situation de handicap, où moi j'ai rebondi à travers le sport et à travers l'entreprise. Et aujourd'hui, je suis accompli dans mon sport et dans ma vie professionnelle. Et ce qui me donne du temps pour pouvoir accompagner des équipes, des personnes dans leurs projets professionnels. La première question qui vient quand on fait un tour de table comme celui-ci, c'est de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui se passe vraiment quand on nous annonce la maladie ou quand on a un accident? Voilà, qu'est-ce qui se passe pour soi à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on se dit? Déjà, on est assez choqués, effectivement, parce que c'est difficile à accepter. Et ça dure plusieurs années en plus. Et puis, par la suite, moi, quand j'ai voulu reprendre une activité, je suis passée par une demande de RQTH. Et ça a été très difficile pour moi parce que j'envoyais à peu près entre 50 et 100 CV toutes les semaines pour avoir un travail. Et j'ai eu un entretien en 3 ans. Donc, heureusement que je suis passée par le parcours FIAM et qu'aujourd'hui, je suis très épanouie dans mon travail et je pense que il y a beaucoup de bienveillance et aussi il y a des personnes qui m'ont donné la chance de revenir dans le milieu du travail.
Vous faites une magnifique introduction, bien meilleure que la mienne, Et finalement. moi, Donc, mes pattes. hein, donc, Mon sujet, là, j'ai une boule au ventre. donc, effectivement, vous venez de retracer vraiment chacune des étapes et du coup, comment les choses, par rapport à cet échange que nous allons avoir aujourd'hui, les différents points que je souhaiterais qu'on aborde ensemble, chacun avec son expérience, bien sûr. Et donc, quand vous dites, la première chose, c'est un choc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, du coup, ce que vous vous êtes dit à ce moment-là ? Vraiment. Et qu'est-ce qu'on vous a renvoyé aussi, hein, Mais en fait, c'est comme si j'étais plus... En fait, j'étais comme une personne différente, c'est-à-dire plus la même personne. J'ai eu tellement de difficultés à marcher comme il faut, comme avant. Et ouais, j'étais plus la même. Et comment les gens vous regardaient autour de vous ? Alors, les gens qui sont proches de moi se sont beaucoup occupés de moi et m'ont donné beaucoup d'ondes positives. Il y a le côté aussi médical. J'ai été bien encadrée. Et le parcours aussi kiné, parce que les kinés sont là aussi pour remettre le corps comme il faut, on va dire, et aussi le moral, booste le moral. Combien de temps a duré ce parcours pour vous ? Alors, l'accident a eu lieu 2014, 2015, j'ai eu une opération. Et en fait, jusqu'en 2018, voilà, j'ai rencontré un médecin du sport qui m'a aidé à remarcher comme il faut, à plus boiter, et déjà ça, c'était beaucoup. Merci. Antar, qu'est-ce qui s'est passé du coup au moment de l'accident en fait ? Moi, sur le moment, c'était pompier, hôpital, opération d'urgence. Bon, ça a duré après, 3-4 mois, mais en fait, les douleurs toujours là. Centre antidouleur, kiné, tout ce qui va avec. Au bout de compte, sur 4 ans, on m'a opéré 4 fois. Bon, j'avais toujours espoir de récupérer mon bras, parce que j'ai eu un accident au bras, moi. Mais bon, au bout d'un moment, on m'a parlé de RQTH. Pas bien compris pourquoi, mais bon, fallait faire. J'ai suivi, et j'ai fait mon RQTH, ma demande du moins, qui a été acceptée tout de suite, sans problème. Mais à la rigueur, ce qui me rassurait, bon, j'étais marié, j'étais posé, 3 enfants, la maison, voilà, une belle famille, quoi. Mais ce qui me rassurait un peu plus par rapport au travail, c'est que j'étais dans une entreprise assez familiale. Ça veut dire qu'en fait, moi, je savais très bien que je ne pouvais plus reprendre mon poste, qui était physique et manuel, mais ils allaient me trouver une place à côté, quoi. Voilà, ce qui a été fait 4 ans après. J'ai été après responsable, officiellement chez une papeterie à l'époque, sur Charavine. Voilà. Et au moment, par rapport à tout ce parcours que tu décris, là, c'est quand même 4 années de soins, où on est dans un monde médical, avec une prise en charge, voilà, où il se passe quand même un certain nombre de choses physiquement. Qu'est-ce que tu t'es dit, toi ? Comment tu as abordé cette période ? À un moment, ça a été difficile, mais parce que bon, comme je disais, la douleur toujours là, les séquelles, mais en fait, à un moment, j'étais un peu gêné parce que je faisais de la rééducation dans un centre qui accueillait des grands malades et des grands blessés. Moi, j'arrivais avec mon petit handicap qui était quasiment invisible. Ça vous fait poser des questions quand même. Quel genre de questions ? Que tu as de la chance, comparé à d'autres. Voilà. Alors on a de la chance parce que quand vous voyez ça, des jambes coupées, amputées et des bras amputés, vous te dites, je m'en sors pas trop mal, je pourrais encore serrer mes enfants dans mes bras. Voilà.
C'est pour ça, faut à un moment, j'ai peut-être relativisé là à cette époque pour avancer, quoi. Vincent, est-ce que tu peux nous dire un peu voilà, quelque chose par rapport à cette première étape finalement dans l'annonce, dans le choc qu'est-ce qui se passe là vraiment et comment à un moment il y a des choses qui se remettent en route? Ouais, parce que ce qu'on peut entendre, c'est que c'est quand même un parcours qui est assez long. Dans un premier temps, il y a quand même un sentiment d'incompréhension, de colère. Il y a le sentiment un peu d'injustice de ce qui arrive, alors que c'était pas prévu, c'était pas le plan, et que la première réaction, elle peut être peut-être un petit peu dans la colère ou puis un peu dans le sentiment d'avoir un besoin d'aide extérieure, que ce soit médicale ou proche ou familiale, et que dans la motivation pour pouvoir rebondir, pour pouvoir repartir, l'importance est donnée aussi bien au corps médical qu'aux gens qui sont de la famille ou les proches, et que dans la reconstruction d'un projet professionnel, ce qu'on appelle le chemin de résilience, cette capacité de rebondir et de se transformer, d'évoluer, mais on entend que ça prend du temps quand même dans les parcours de Sandrine et d'Antar, avec quand même une motivation, une volonté de travailler sur le regard qui change. Hein. On a entendu que le regard des autres est important et que chacun a fait une démarche pour pouvoir évoluer, changer et travailler. Alors c'est peut-être pas les mots qui sont utilisés, mais on entend quand même la notion d'estime de soi, d'image de soi. Et tout ce travail, il prend du temps et c'est ça qui permet d'évoluer vers plus de confiance en soi, notamment au niveau professionnel. Donc ça prend du temps, mais ça réussit dans ce que peut entendre dans ces parcours. Moi, si je peux rajouter quelque chose, on n'arrive jamais tout seul. Soit à un moment, on a été aidé par des médecins, par des kinés, par Marie-Laure. Voilà, on a toujours besoin de quelqu'un, parce que tout seul, c'est pas possible, c'est pas vrai. Soit c'est la famille, voilà. C'est ce que je voulais rajouter, voilà, simplement. Dans le parcours, on compare souvent à la courbe du deuil où il y a plusieurs étapes qui sont importantes avant de rebondir justement. Et une étape qui est très importante dans la partie, on va dire, un peu négociation, marchandage, c'est que soi-même, on soit en capacité d'accueillir l'aide de l'autre. Et très souvent, c'est un point qui est compliqué parce que pour plein de raisons, on préfère se débrouiller tout seul. On a envie de montrer aussi son autonomie, sa force et ses points forts. Et cette partie d'acceptation d'un coup de main extérieur, c'est un gros travail à faire Parce que moi, au début, ça a été très très difficile d'accepter l'aide de l'extérieur. Je pensais réussir tout seul. Et je voulais pas d'aide. Parce que je me sentais pas, à la rigueur, aller handicapé. Comme je disais, moi, j'ai fait mon éducation dans des hôpitaux où j'ai vu vraiment des malades. Et en fait, aussi, j'ai mon petit frère, lui, qui est handicapé à 85%, qui est dans un centre. Et là, je me dis, c'est quand même compliqué. Je me dis, t'as pas droit de te plaindre. Voilà, c'est pour ça que demander l'aide extérieure, après, c'est compliqué. Voilà, c'était un peu compliqué. C'est un point super intéressant parce que justement, c'est aussi comment, à un moment, on met cette étiquette, on vous dit, voilà, maintenant tu vas avoir des handicaps, tu es handicapé et tu vas aller demander une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Et du coup, j'aimerais qu'on creuse un petit peu, que vous nous expliquiez comment vous avez-vous ressenti cette demande, en fait, cette proposition qui vous était faite, comment vous avez accueilli ce mot et finalement, Antar le dit très bien, de handicap par rapport à ce que vous en connaissiez ou ce que les représentations que vous en aviez. Sandrine, peut-être. En fait, j'ai eu du mal à accepter parce que je me voyais pas avec un handicap. Mais après, le jour où j'ai accepté, je me suis dit c'est une chance quelque part parce que ça va me permettre de rebondir et de retrouver une activité professionnelle, même si c'était pas celle d'avant. Et puis c'est aussi une chance parce que ça permet aussi de faire des belles rencontres. Donc et puis de retrouver surtout
la confiance en soi. Parce que je pense que quand on passe par un accident, on perd beaucoup de cette confiance. Et comme disait Vincent, donc il y a la courbe du deuil. Et dans cette courbe du deuil, il y a aussi un moment où il y a une déprime, il y a une grosse descente. Et pour remonter, c'est pas évident, donc voilà. Oui, et ça prend du temps. Beaucoup de temps. Ouais, à mon avis, il ne faut pas brûler les étapes. Ce deuil, il fallait le faire. Cette déprime, il fallait le faire. La faire plutôt. Voilà. Moi, quand qu'on m'a dit qu'il fallait faire une reconnaissance pour être travailleur handicapé, je me suis dit, l'Antard d'avant n'existe plus. Il y a un nouveau Antard qui va arriver, en fait. Il y a une nouvelle, à la rigueur, on va dire, il y a une naissance qui se passe à ce moment-là, parce que on pourra peut-être plus faire les mêmes choses qu'avant, mais on pourra toujours faire des choses après. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. Voilà. Tu disais dans la préparation, Antard, que c'était aussi ta philosophie de vie, c'est-à-dire qu'à quel moment aussi la façon dont tu t'es construit, ou dont on s'est construit, en tout cas, aide à cette pensée positive. Moi, j'ai toujours essayé d'avancer dans ma vie parce que je suis fils d'immigrés. Dans ma jeunesse, ça a été un peu plus compliqué pour des gens issus de l'immigration, comme moi. Mais ça n'a jamais été une fin en soi. Je me suis toujours battu pour être comme tout le monde, avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs, parce qu'on a des devoirs, ça ne faut jamais l'oublier, parce qu'on est français, j'en suis fier, je le revendique. Mais je suis toujours battu. Après, je me suis dit, bon, écoute, c'est vrai, tu as peut-être un petit problème de couleur, si on peut dire, ou d'origine. Mais bon, tout le monde a ses problèmes. On parle des femmes, on parle des handicapés, on parle des homos, on parle des lesbiennes, on a tous, à un moment, on nous a tous un peu montré du doigt. Voilà. Non, tout le monde. En fait, on est dans un monde où on doit, à mon avis, tous se battre pour avancer. Il n'y a pas faut avancer. D'une manière ou d'une autre, on n'a pas le choix. Si on veut vivre heureux avec nos principes, parce que ça ne nous enlève pas nos caractères et nos principes de vie, d'avoir un handicap. Au contraire. Et je pense qu'il faut avancer, quoi. Vincent, du coup, par rapport à cette stigmatisation finalement et au fait qu'on accole des choses à ce mot et au fait que finalement, peut-être que ça vient bousculer, voire booster, est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de... Ce que j'aime bien dans ce qu'on entend là, c'est la notion de, malgré la difficulté, malgré le traumatisme, malgré les vulnérabilités, c'est de transformer ça en opportunité, en chance. C'est très beau de dire finalement c'est une chance. Il y a quelqu'un qui parle avec un oxymore assez joli, il dit ça peut être un merveilleux malheur, et que le malheur qui arrive peut se transformer en une opportunité, en une nouvelle chance. Et ça prend du temps, on l'a dit, mais ce qui est vrai aussi, c'est que il y a un focus qui est mis pour chacun d'entre vous sur ce que vous savez faire. C'est de prendre le temps, la capacité de demander de l'aide pour aller mieux, pour rebondir à un moment donné. On a parlé de la période un peu de déprime, voire de dépression qui peut arriver, qui est parfois nécessaire dans ce chemin. Mais à un moment, de mettre en avant tout ce que vous savez faire, tous vos talents, tout ce qui vous constitue, tout ce qui vous rend fort, et d'oublier et de mettre un peu sur le côté les vulnérabilités, les faiblesses, et notamment dans le parcours professionnel, de mettre en avant ses talents. C'est ça qui vous a permis de rebondir, j'ai l'impression, dans vos parcours, hein. On va en parler justement de cette question de l'emploi, puisque tous les deux, vous avez exprimé le fait que suite à votre accident, vous ne pouviez plus, Sandrine, exercer votre emploi en boulangerie, et Antard non plus, c'était plus possible d'occuper le poste dans l'entreprise, poste que tu occupais depuis un certain temps. Donc Sandrine, en fait, cette question à un moment de se remobiliser autour de l'emploi, comment ça se passe ? Alors, moi, je suis passée par Cap Emploi, parce que Cap Emploi s'occupe des personnes en situation de handicap. Et donc, il nous donne quand même des pistes. Et donc, moi, je sais que j'ai fait un stage en immersion en industrie, parce que ça m'attirait.
Et dans un second temps, j'ai travaillé dans un atelier qui permet de réinsérer des personnes en situation de handicap. Et un jour, j'avais envie de plus parce que j'étais à temps partiel, je voulais un plein temps. Et donc, j'ai repoussé la porte de Cap Emploi et je leur ai dit, je veux travailler à plein temps. Et donc, on me propose ce parcours FIAM que je connaissais absolument pas. Et je rencontre Marie-Laure Lavigne le lendemain et on a un long entretien. Elle me parle de formation en alternance, école et industrie. École, honnêtement, ça me branchait pas du tout. Mais bon, je me suis dit, si c'est une chance, saisis-la. Voilà. Et du coup, quelques mois après, j'ai intégré le dispositif FIAM. Dans l'industrie, sur des Dans métiers... l'industrie, sur un super poste, quoi. Parce que j'ai de la chance, je travaille sur la ligne prototype de ST Microélectronique. Et c'est très, très intéressant. Et voilà. Et justement, alors, en quoi cette question de retrouver un emploi, de repartir dans la vie active était essentielle ? Ça permet déjà de retrouver son optimisme, sa confiance, et puis aussi de arrêter de s'écouter sur ses douleurs, parce que c'est vrai que le matin on se lève, on a mal, et dans la journée aussi on a des douleurs, mais on les oublie parce qu'il faut y aller, et puis il faut essayer de montrer qu'on est capable de travailler. Socialement, c'est important pour vous. Et c'est très important socialement, oui, tout à fait. Parce que on va dire qu'on retrouve des personnes qui sont pas comme nous, mais qui ont énormément de bienveillance et je sais que pour ma part, dans mon travail... On est tous pareils. Hein. Voilà. On est tous pareils, hein, Sandrine. Il n'y a pas des gens pas comme nous, on est tous pareils. Oui, c'est vrai aussi. On est tous pareils. Hein. Du coup, pour toi, Antar, ça s'est passé comment ? Ta rencontre ? Non. Je crois que je me suis même pas présentée au début. Non, moi ça s'est passé comment au niveau comme je te dis, le retour au travail, parce que du coup toi tu avais un poste, c'est-à-dire moi... que, et ça on en parlera parce que Sandrine, vous du coup vous avez été licenciée de fait voilà, vous avez dû être licenciée et on verra comment ça se rajoute, mais pour toi du coup tu as... Moi j'ai eu la chance d'être dans une entreprise familiale, alors on m'a retrouvé un boulot qui était beaucoup plus intéressant qu'au départ, hein, parce que j'ai pas d'études. Moi. J'ai arrêté l'école en 3e à l'époque. C'est pas que j'avais pas les capacités, mais bon. On aurait dû peut-être me mettre un coup au cul pour aller un peu plus loin, mais bon, à l'époque, il y avait du boulot et on travaillait. Bon. Là, on m'a donné un poste de responsable d'appro, qui était vraiment pas mal. Bon, j'ai réussi à l'avoir, je suis resté 5 ans, puis après, ma boîte, elle a fermé. Bon, au bout de 25 ans de boulot, s'inscrire à Pôle emploi, un peu la galère, un peu perdu. Là, au moins, j'ai peut-être eu plus peur là que pendant mon accident. Voilà, parce que là, c'était l'inconnu total. Bon, après, je me suis inscrit, comme toi, à Cap Emploi, mais bon, sans conviction. Moi, je me suis inscrit à Cap Emploi parce qu'il fallait s'inscrire quelque part. Et un jour, on m'a appelé, c'était Marie-Laure, pour le projet FIAM, le numéro 1, je crois. C'était le projet pilote, effectivement, le pur projet pilote en Isère. Bon, on m'explique, voilà, aux handicapés, je me dis, mais attends, on va parler à qui ? Elle parle à toi ou je me sentais pas du tout concerné moi, parce que physiquement, bon, puis même j'avais un caractère où non, tu me dis, je vais travailler tout seul, je vais me démerder tout seul, voilà. Bon, elle m'a convaincu parce que le projet en lui-même me semblait intéressant. Et puis il y a eu quand même entre nous, peut-être moi, peut-être pas elle, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui avait du cœur et que le problème des handicapés lui était important en fait.
Et comme j'ai compris, c'était un poste pilote, non, C'était une formation pilote. de pilote de ligne de conduite, enfin d'équipement industriel. Voilà, je me suis dit, bon, chez Arémont, pas trop mal, hein, même bien, dans la région, je suis allé, j'ai foncé et j'ai compris qu'en fait, en fait, j'y allais même pas pour moi, cette formation. J'allais être pilote dans cette entreprise pour vendre le projet de FIAM, en fait, pour ceux qui devaient arriver après moi. Leur montrer que une personne qui a un handicap pouvait faire le travail comme tout le monde, et peut-être même mieux. Je pense que j'ai bien réussi, parce qu'ils m'ont gardé au bout de 23 mois. Bon, peut-être maintenant ils le regrettent, mais bon, à l'époque, voilà. C'est pour ça que, en fait, cette formation, il n'y a pas que Marie-Laure, il y a Claude. D'accord. On a été chouchoutés, on a été accompagnés, pas simplement avec des noms, mais en dehors du boulot, coup de fil, remonter le moral pour certains dans l'équipe. Elle nous a vraiment pris en charge et je ne regrette pas du tout. Pas du tout. Malgré toutes tes hésitations au départ, de rentrer dans un programme dédié finalement uniquement à des personnes en situation de handicap, puisque c'est le propre de FIAM, c'est ça, c'est quand même de permettre l'évolution ou surtout la reconversion professionnelle. Et donc le groupe est composé de personnes qui ont tous une RQTH ou une invalidité. Non, j'en tire une petite fierté, parce que depuis que je suis passé par toi, avec FIAM, on a pris 3 personnes ou 4 personnes derrière moi. C'est que le projet a marché et qu'ils sont intéressés. Voilà. Après, comme je te dis, je sens que voilà, si tu étais une personne qui ne me plaisait pas, on va dire, ou qui ne me donnait pas confiance, je ne serais jamais allé. Voilà. J'ai senti qu'il y avait une envie de toi et de Claude. Voilà. Juste pour repositionner, du coup, oui, Antar, tu as fait partie du premier programme inter-entreprise, puisqu'en fait, FAM, c'était un programme intra-AST qui avait donc été construit par les équipes RSE sous la houlette de Claude Boumandil pendant qu'il était directeur de la RSE AST. Et du coup, ce programme FIAM, ça a été un choix d'ouvrir les lieux d'accueil à différentes entreprises, d'où le I de inter-entreprise, pour effectivement permettre à des PME, à des petites entreprises et à d'autres grands groupes, après tout, de rejoindre ce process qui était un process assez intéressant. Donc, Antar, tu es, toi, sur le groupe pilote et Sandrine, du coup, c'était la deuxième session de FIAM qui a formé des conducteurs d'équipements industriels ou des équipiers autonomes en production industrielle, ce qui permettait, effectivement, dans ce que vous décrivez, d'être sur des métiers un petit peu plus en laboratoire et un peu moins en production, et en tout cas, voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé, vous, Antar, voilà, tu arrivais dans un monde industriel, tu connaissais la papeterie, voilà, il y avait quand même un parallèle. Pour vous, Sandrine, qui est arrivée dans un monde finalement qui est celui de la microélectronique en industrie, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Comment vous vous êtes sentie et qu'est-ce qui, à votre avis, a fait la différence dans le processus de recrutement dans l'entreprise auprès du manager et des RH ? En fait, ça a été encore un petit choc parce que la microélectronique, c'est particulier, en salle blanche, avec des combinaisons et des machines en anglais. Et puis, ouais, on a l'impression qu'on arrive un peu dans un film de science-fiction. C'est très spécial et en même temps, c'est tellement intéressant. Et on en apprend tous les jours, donc on s'ennuie pas. Tant mieux. C'est pas routinier. Et justement, qu'est-ce qui, à votre avis, a convaincu par rapport à votre profil quand le CV a été, quand j'ai transmis le CV, qu'est-ce qui a fait dans l'entretien la différence ? Qu'est-ce qui a convaincu votre manager Robert et les RH qui vous ont reçu ? Qu'est-ce que vous avez ressenti là ? Mais en fait, ça a matché. Parce que j'étais hyper motivée et je voulais vraiment intégrer
ST. Mais bon, après, c'est un peu aussi nos valeurs et notre caractère. Quand je travaille, même très jeune, j'ai toujours été très, très motivée. Et puis, voilà, je m'investis beaucoup. Et en plus, on acquérit des nouvelles compétences. Et ça, je veux dire, ça, c'est super, quoi. Ça... Oui, parce que maintenant, ça fait plus de 2 ans que ça fait un peu plus de 2 ans, ouais. Vous êtes dans l'entreprise. Ouais. Bon, toujours vous avez suivi une deuxième formation sur la qualité. Oui. Et aujourd'hui, vous attendez une validation d'ouverture de poste qui peut possiblement vous permettra de rester. Tout à fait. Ouais. Parce que pour l'instant, j'ai un contrat intérim. Mais bon, je suis assez positive pour la suite. Et puis, je continue d'apprendre encore chaque jour. Vincent, par rapport à justement la question de comment on se dépasse soi-même, comment on sort de ses routines, comment on sort peut-être d'un tracé de vie qu'on pensait finalement assez posé. Comment tout ça opère ? Là, ce qu'on entend de très fort, c'est la capacité d'adaptation et de rebondir avec une notion qui est présente à chaque fois qu'on entend, c'est l'accompagnement qui n'est pas seulement technique à travers Cap Emploi, Pôle Emploi ou le dispositif FIAM, parce que c'est pas uniquement sur de la technicité, sur de la définition de poste. On sent qu'il y a un accompagnement humain qui est fort, qui est important et qui porte le projet. Et sur la capacité de rebond, moi j'ai bien aimé l'expression de Sandrine par rapport à ce qu'elle était capable de mettre en place, capable de montrer aux gens, capable de prouver dans l'équipe ses compétences. Et là, on est à la fois sur le handicap, mais sur la capacité. J'aime bien le terme de handicapable qui fusionne les deux. Et ce que j'ai entendu qui, moi, me plaît beaucoup aussi, c'est cette envie, cette motivation de toujours non seulement rebondir, non seulement s'adapter à des conditions nouvelles, malgré les difficultés, mais de continuer d'apprendre, de continuer de se remettre en question, d'être dans l'ouverture sur un nouvel environnement, des nouvelles techniques, une nouvelle langue. Et voilà, je pense que les personnes en situation de handicap ont finalement parfois cette force en plus de certains autres qui n'ont pas cette lucidité, c'est de se dire qu'à travers un accident, à travers une maladie, on est passé à travers quelque chose où ça aurait pu s'arrêter, ça aurait pu être pire, hein, comme tu l'exprimes aussi quelquefois. Et que, alors pour paraphraser quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est d'être capable que chaque jour de vivre comme si c'était le dernier jour de notre vie, de réaliser cette chance, tout en continuant d'apprendre comme si on avait l'éternité. Et c'est ce qui ressort de ce qu'on entend là. Et je trouve ça très, très puissant comme point de vue. Ouais. Non, moi je trouve que c'est merveilleux à notre âge. On n'est pas vieux. Hein. Non, on n'est pas vieux du tout. Non. Mais tu vois, on est quand même des personnes mûres. Mais ce qui me plaît en toi, c'est que Sandrine, tu as envie d'apprendre encore. Apprendre. Toi, ça, c'est magnifique. Et je connais pas beaucoup de personnes qui ont encore ces envies-là. Toi, tu dois être quand même, à mon avis, heureuse. Tout à fait. Boulot. Tout à fait. Totalement. C'est bien, ça, c'est bien. Ouais. C'est quelque chose, du coup, cette notion, enfin le travail, le fait de retrouver un travail et d'être bien dans son travail, comment vous pourriez, vous, aujourd'hui, puisque du coup, chacun, finalement, est bien, et dans son entreprise et dans son travail, par chance, mais au-delà de la chance, c'est quand même parce que vous avez effectivement amené et démontré, et vous avez été qui vous êtes, hein, avec le dépassement qui est aussi celui que vous exprimez. Comment le travail, à un moment, vient redonner toute sa place aussi à qui on est, à ce parcours de vie, permet, ou pas d'ailleurs, hein, mais en quoi c'est si important ? Moi, je pense que le travail, c'est quand même le poumon de notre vie. Hein. C'est le contact avec des collègues, travailler, avoir des relations humaines, bien ou pas bien, mais c'est des relations.
Parce que l'être humain, à mon avis, n'est pas fait pour vivre seul. C'est pas possible. Je travaille. Bon, on a un salaire, c'est vrai, mais il n'y a pas que le salaire. C'est construire quelque chose, être quelque chose. Et comment je pourrais dire ça? C'est, dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a besoin de vous. Vous fabriquez quelque chose. Vous n'êtes pas là, on ne vous a pas mis sur le bas de côté, puis on vous donne un salaire. Non, non, vous participez à la richesse de l'entreprise. Et ça, c'est important. Voilà. Je suis complètement d'accord. Ouais, mais il faut dire quelque chose. C'est dur. Ouais, après une aussi belle définition. Bah oui, c'est Non, ça, non. il a tout dit. Quel a été le regard sur vous, Sandrine, du coup, et Antar, tu en diras aussi quelque chose. Quel a été le regard sur vous quand vous êtes arrivée dans l'entreprise, dans le cadre de cette alternance via le programme FIAM? Quel a été le regard du manager, des collègues, de l'environnement, en fait? Beaucoup, beaucoup de bienveillance. Et ouais, beaucoup de l'empathie, un grand soutien. Et c'est vrai qu'on demandait toujours si ça allait. C'était assez surprenant pour moi, mais ouais, presque tous les jours au début, on me demandait est-ce que ça va, est-ce que t'as mal, est-ce que t'es bien. Et tu avais besoin de ça? Et ben, en fait, dans la vie, en général, je suis quelqu'un d'assez autonome. Et j'ai pas l'habitude, en fait, qu'on s'occupe de moi comme ça. Du coup, c'est un peu surprenant, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Ouais. C'est aussi accepter à un moment les mains tendues, les perches tendues, la bienveillance. Je crois qu'il y avait quelque chose sur cette idée-là, Vincent, hein, de à quel moment on sort peut-être d'une posture de victime, parce que au départ, il y a quand même on est victime d'un accident, victime d'une maladie, enfin, et qu'est-ce qui fait que on peut accepter l'aide? À quel moment ça bascule sur plutôt quelque chose de positif et non pas dans une plus forte victimisation, quoi. Bah, c'est un travail que chacun a fait, chacun à sa vitesse, avec son environnement et avec sa motivation, son envie. C'est ce qu'on entend là qui est très fort. Moi, j'adore entendre l'envie d'aller au travail, l'envie de montrer une image positive et utile dans l'entreprise. Et je crois que c'est quelque chose qui est lié au sens que chacun veut donner dans sa vie, dans son travail. Et la motivation de pourquoi on est là, à quoi ça sert au quotidien d'aller au travail, au-delà de l'image qu'on veut donner, de sortir de cette posture de victime ou de dire que c'est la faute de la société, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à la maladie, c'est la faute à l'accident, et de renverser ça sur une notion de à quoi je sers dans l'entreprise. Et il y a un vieux coach que moi j'aime beaucoup qui a raconté il y a longtemps. Alors c'est Sénèque, on le voit plus trop dans les soirées, mais il y a une phrase que je trouve très très forte et qui parle de la vie. Et Sénèque, il dit vivre, c'est être utile aux autres. Et dans ce qu'on entend de chacun autour de la table, il y a cette volonté de vivre, de rebondir, de repartir, de pas rester prostré avec un sentiment de colère ou d'injustice, et de vivre en étant utile aux autres. Et je trouve que le message il est vraiment puissant, quoi. On dépasse complètement la notion de vulnérabilité, de handicap, et que là, à travers toute l'énergie qu'on entend, il y a un sens profond que chacun trouve dans son travail. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, tout à fait. Mais moi, à la différence de Sandrine, moi, j'ai, tu vois, la bienveillance au travail, moi, j'ai pas bien accepté. Moi. Ça t'a pesé. Ouais, moi, ça m'a pesé énormément. Moi, on venait j'avais peut-être pas l'habitude. Hein. Moi, j'étais dans l'industrie papetière. C'est des industries très, très dures hein, et physiques. Hein. Moi, on venait me voir, on me dit ça va, tout est 30 secondes. À un moment, je comprenais. Toi, j'étais même gêné. J'étais gêné. Je disais, mais non, mais c'est bon, ça va. Il a fallu peut-être aller 1 mois pour leur faire comprendre, c'est bon. Si j'avais besoin, je me demanderais, il n'y aura pas de problème.
Voilà. Parce que je leur en veux pas, parce que ils n'ont pas l'habitude aussi de rencontrer des gens handicapés. Voilà, c'est quand même, pour eux, c'est tabou. C'est-à-dire qu'on parle d'handicapés, malheureusement, on voit une personne en fauteuil roulant, c'est compliqué pour eux. Ils ne savent pas gérer ce problème-là. C'est pas un problème, mais bon. C'est pour ça qu'ils ne savent pas trop faire. Quoi faire comment nous parler. C'est compliqué. Moi, je ne comprenais pas. Moi. Mais en fait, aujourd'hui, c'est comme tout. Les gens, ils ont peur de l'inconnu. Alors, quand ils commencent à connaître quelqu'un qui a des problèmes de handicap, je pense qu'après, nous, dans notre usine, aujourd'hui, on a même des ESAT, des gens qui travaillent handicapés. Oh, mais moi, je me régale avec ces gens-là. Je vais les voir, on boit le café, on achète des croissants, mais moi, je me régale avec ces gens-là. Et moi, ils me nourrissent. Vous comprenez, c'est peut-être un peu compliqué, hein, mais je préfère passer mon temps boire le café avec eux. Non, mais sérieux, qu'avec mes collègues. Parce qu'ils ont tant à donner. C'est un pur régal. C'est un pur régal. Voilà. Mais en fait, vous parlez beaucoup finalement de juste s'accepter tel qu'on est, ou accepter l'autre tel qu'il est, dans ses différences, et finalement avec ses forces, ses capacités. C'est un peu ce que tu décris, Antar, par rapport à ces personnes avec qui tu bois le café, voilà, ou ce que vous décrivez aussi de votre parcours finalement dans ce... qu'à un moment, voilà, on est fait aussi de ces différences et que c'est important de trouver ce que chacun porte de positif, parce qu'on en est tous porteurs de choses positives, bien sûr. Quelle est la bonne posture pour vous, du coup, dans toutes ces rencontres ? Ce serait quoi, finalement, puisque c'est une histoire de rencontre aussi, ce que vous dites de ces déclenches, que ce soit dans le côté maladie, le côté physique, le côté ensuite de retrouver un biais, un travail, un poste, etc. On est sur une histoire de rencontre. C'est quoi la bonne posture par rapport à ces personnes ? Qu'est-ce qui vous a, vous, vraiment fait du bien dans ces rencontres-là ? Je bois de l'eau parce que je parle beaucoup. C'est avoir, tu sais, des gens... je pense pas que c'est fait que pour les gens qui sont handicapés. Je pense que c'est fait pour tout le monde, en fait. Tu sais, dans la vie, il faut tomber sur des gens qui nous écoutent, simplement. Tu vois ? Voilà, c'est pas simplement nous, en fait. C'est tout le monde. On a besoin d'avoir à un moment quelqu'un qui puisse nous écouter, sans jugement. Parce qu'il n'y a pas de jugement, en fait. Et voilà. Tu sais, je dis toujours, moi, à mon directeur, que simplement de venir dans l'atelier et serrer la main aux ouvriers, ça vaut une augmentation. Les gens préfèrent, toi, l'humain, je pense que, voilà, l'humain, c'est important. En fait, il y a une grande richesse, je pense, d'un côté comme de l'autre. Parce qu'on s'apporte beaucoup, surtout quand on vient d'un milieu professionnel complètement différent. On est dans la découverte et souvent les personnes aussi sont curieuses de savoir quel a été notre parcours et du coup, oui, je trouve que c'est assez riche parce que on a eu une vie avant. On était dans un milieu avec certaines personnes et là on est avec encore d'autres personnes qui ont des qualités, des défauts et voilà, et je m'en mêle les pinceaux. Et ce sont des belles rencontres. Voilà, c'est des belles rencontres. C'est aussi des belles rencontres et une ouverture. Vincent, j'aimerais que tu nous expliques, toi, comment à un moment, puisque toi, tu as lié travail et sport, parce qu'en fait, dans ce parcours, comment effectivement ton employeur de l'époque t'a permis aussi d'investir ce champ du sport et en quoi c'est aussi un équilibre, l'ensemble ? La chance que j'ai eue, c'est de pouvoir allier à la fois le sport de haut niveau et un emploi exigeant aussi dans une entreprise, je dirais, de haut niveau aussi.
Et le plus important, au-delà du lien, des relations qu'on a pu établir avec mon équipe ou mes managers, c'est le dialogue, c'est l'échange, c'est l'écoute, c'est ce que tu disais, qui est un point très important. C'est la capacité d'écoute par rapport à la fois à mes attentes professionnelles, à mes attentes sportives, mais aussi à mes attentes liées à mon handicap, qui est une contrainte aussi dans l'équipe. Et cet échange, cette écoute, cette envie d'avancer ensemble, de se nourrir les uns les autres, hein, comme tu l'as exprimé, ça génère une énergie qui fait que, dans mon cas, j'ai toujours pu aller soit vers le sport un peu plus à un moment donné, soit vers le boulot un peu plus à un moment donné, et de trouver une vraie synergie entre les deux qui m'a porté, qui me continue à me porter aujourd'hui, et qui me permet aussi de... Alors j'ai beaucoup aimé tout à l'heure, Antar, tu parlais de dépassement des limites, et moi je travaille beaucoup sur cette notion de déplacement des limites, c'est-à-dire quand on parle vraiment très concrètement de dépasser ses limites, à un moment, c'est que peut-être qu'on est dans le rouge, peut-être qu'on va trop loin, peut-être qu'on tombe sur la notion qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est que quand on est en situation de handicap, on veut faire mieux que les autres. On veut montrer, on veut prouver, et qu'il y a un danger aussi à faire ça, à vouloir trop bien faire, à vouloir montrer quelque chose qui, sur la durée, va peut-être nous épuiser. On risque d'être en incapacité d'exprimer que finalement ça fait quand même un peu mal, les journées sont un peu dures, et c'est important aussi de considérer ses propres limites, y compris dans le handicap, de ne pas vouloir trop en faire pour pas non plus se blesser, se mettre mal et tomber dans le dépassement réel des limites. C'est pour ça que moi j'aime bien travailler sur la notion du curseur et de déplacer ces limites tout en étant dans une forme d'écologie personnelle, de se respecter, de respecter les gens de son équipe pour être bien sur la durée. Souvent dans le sport de haut niveau, on dit le plus dur c'est durer en bonne santé, et je trouve qu'en étant en situation de handicap dans le milieu professionnel, c'est important d'avoir ça à l'esprit, que on va être là pendant plusieurs années, et que un peu comme dans le sport, on va essayer de pas tricher, de pas se doper, de pas être blessé. Dans le milieu professionnel, rester dans ce qu'on est capable de faire sur la durée, c'est important de le prendre en considération. Ouais. Tu as parlé tout à l'heure je trouve que c'est vraiment, vraiment important pour tout le monde, hein, c'était la notion d'équipe. Toi, une équipe, c'est un groupe. Et on fait avec tout le monde. Voilà. Mais c'est bien. Et puis l'équipe qui intègre des gens à travers toute leur diversité, hein, qu'elle soit sur le genre, les origines, le handicap, visible ou non, c'est très souvent une force. Alors c'est compliqué à mettre en place, hein, ça prend de l'énergie, il faut passer du temps en écoute, mais cette diversité va entraîner une richesse qui va aboutir, parce que l'entreprise, c'est quand même ce qu'elle cherche la performance, elle cherche le résultat. Et il peut y avoir une sorte de paradoxe à l'origine d'imaginer de prendre des personnes en vulnérabilité, avec un handicap, avec une déficience, et d'imaginer que ça va amener plus de performance et plus de réussite. C'est contre-intuitif quand même à la base, mais de travailler là-dessus, avec un peu d'expérience et avec un peu de maturité, de sagesse et de grande expérience, on y arrive, et c'est la force des faibles qui tire vers le haut. Je trouve qu'elle est très intéressante à considérer. Il y a une approche que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle le Jugad. En fait, c'est inspiré à la fois d'une philosophie indienne, de sobriété, de faire plus avec moins, d'intégrer les plus vulnérables, mélangé avec une approche un petit peu très américaine, Silicon Valley. Et quand on mélange les deux, on arrive à des belles bons choses. résultats. D'accord avec toi. Bon, c'était une chouette conclusion finalement, de revenir sur la place que chacun a le droit d'avoir, et comment ça peut être finalement enrichissant, même si parfois la pensée actuelle, culturelle, est sur un paradoxe. Il n'empêche que la société inclusive, c'est aussi accepter chacun tel qu'il est,
voir et reconnaître tout ce qu'il peut apporter et chacun va composer un collectif qui peut être porteur et finalement qui va démultiplier peut-être encore les objectifs à atteindre avec ce collectif. Il y a un point que tu as évoqué tout à l'heure que moi j'ai trouvé vraiment, vraiment sympa, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a un accident, quand on a une maladie, quand il y a un traumatisme. Et au bout du compte, on a parfois l'idée que les gens changent complètement, qu'ils deviennent un peu des images liées à tout ce qui nous tue pas, nous rend plus fort, ce genre de principe. Et en réalité, on change pas tellement dans ce qui est notre système de valeurs, nos besoins, nos motivations. Ça peut peut-être nous rendre plus à l'écoute, plus forts, en mettant en avant plutôt nos talents, mais on ne change pas en tant qu'être humain. Tu as beaucoup mis l'accent sur les relations humaines, le lien qui est très fort. Et moi, je trouve que c'est bien de le rappeler que malgré l'accident, malgré la maladie, en tant qu'être humain, on ne va pas forcément tellement changer et que nos qualités, nos points forts vont toujours être là pour contribuer à l'équipe. Tu vois, depuis, je me suis jamais senti aussi bien dans ma peau. C'est malheureux à dire ça, ou c'est magnifique. Oui, oui. Depuis que j'ai eu mon accident de travail, parce que j'ai peut-être eu le temps de me connaître, en fait, vraiment. Voilà. Il y a eu, avant mon accident de travail, j'étais pas aussi bavard que ça. Ça aurait peut-être plu à Marie-Laure, mais j'étais pas aussi bavard que ça. Tu vois, j'avais pas cette présence, parler devant tout le monde, devant les caméras. Non, j'étais quelqu'un de très très réservé dans mon coin. Ça m'a permis en fait de sortir de ce corps que j'avais peut-être un peu perdu parce que j'avais. Voilà, mais voilà, depuis je suis très très heureux avec mon handicap. Voilà. Merci. Moi, je rejoins Antar parce que c'est vrai que le moment où il y a eu l'accident et le après où on est en arrêt de travail, et ben ça permet de se repositionner sur nous-mêmes parce avant on était dans la routine, le travail, tout ça, et on a une pause en fait avec la vie et on sait à peu près ce qu'on a envie, ce qu'on veut pas. Et du coup, je suis un petit peu comme toi, c'est-à-dire que moi aussi, je suis très très bien dans ma peau, pas depuis l'accident, un peu après, mais plus la vie avance et plus je me sens épanouie. Et c'est vrai que je me dis, c'est pas anodin cet accident. Enfin, moi, je crois à des choses que je me dis, le destin aussi a permis enfin, il y a eu un traumatisme, mais il y a eu aussi un après. Oui, t'as fait peut-être un travail sur toi-même, t'as mis des priorités dans ta vie, ce qu'il faut faire, hein. C'est ce que t'as envie. T'as envie de quoi maintenant ? C'est profiter de la vie, avoir un boulot, t'investir. À la rigueur, on peut dire que toi, comme tu dis, t'étais dans la routine. Quand on est dans la routine, on choisit à la rigueur plus son boulot. On est là, on a des automatismes, on avance, on regarde à droite, à gauche, voilà. Là, tu peux prendre du recul. Et comme tu dis, aujourd'hui, tu as un métier qui te plaît. T'imagines ça ? T'auras pas eu... Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas enlever des douleurs. Quand on a un accident de travail, on a des douleurs. Mais imagine, je me dis, mais t'aurais été là... Quelle personne aurais-tu été si tu n'avais pas eu ton accident ? Je pense que je serais restée dans ma routine. Et moi, c'est pareil. Et il n'y aurait pas eu d'évolution de personnalité. Voilà. Parce que, en fait, le fait d'avoir une RQTH, il y a quand même que la personnalité, elle évolue. Et elle a son regard aussi qui change par rapport au handicap. Parce que moi, avant, le handicap, je le connaissais pas, je le côtoyais pas. Alors que là, ça m'a vraiment permis de le côtoyer. Ou on le voyait pas. On le voyait pas. Parce qu'il est autour de nous et on se rend pas compte. On se mettait jamais à la place des gens qui étaient handicapés. Tout à fait. Moi encore, j'ai un autre parcours parce que j'ai un petit frère qui est handicapé, très lourd. Je me mettais à leur place. Mais c'est vrai que en dehors de ça, j'étais comme toi, dans la vie de tous les jours, voilà. Mais je voulais dire quelque chose, mais je me rappelle plus.
En tout cas, voilà, c'est une note très positive finalement pour finir cet échange. Hein. Je vous remercie parce que du coup c'était très fluide et en plus, voilà, c'est vous-même et je trouve que c'est la plus belle finalement des démonstrations plutôt que de faire de belles paroles. C'est-à-dire que ce que vous exprimez, c'est vous avec le chemin qui a été le vôtre, avec les apprentissages finalement qui ont été les vôtres. Et c'est juste d'une histoire aussi de rencontres, de relations humaines, d'écoute. Enfin, ce que vous décrivez là, c'est finalement un parcours de vie avec ses chocs et parfois ses arrêts et comment, avec tout ça, on avance et on avance avec d'autres. Donc, merci beaucoup. De rien. Peut-être pouvez dire un mot aussi. Enfin voilà, c'est un peu la conclusion, mais si vous voulez vraiment ajouter quelque chose à ça, sans repartir dans le débat, mais sans vraiment juste quelques mots, avec plaisir. Moi, je commence comme ça, je fais court, et après je vous laisse le temps de parole. J'ai pour principe dans la vie, quand il y a une porte qui se ferme, t'en as une autre qui s'ouvre. Ça, c'est automatique. Voilà. Mais ça m'a permis, tu vois, mon handicap, mon accident, tout ça, ça m'a permis de te rencontrer toi aujourd'hui. Tu vois, toi aussi, Vincent. Et parlons pas de Marie-Laure. Gâteau sur cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Alors moi, je pense que si un jour vous avez la chance de rencontrer Marie-Laure et le dispositif FIAM, faut surtout pas le refuser. Parce que c'est une grande chance. Et c'est une deuxième vie qui commence. Moi, je retiens la notion de chance, d'opportunité. Et puis, ce que j'entends de manière très, très forte, quand même, c'est le plaisir d'aller au boulot, le plaisir d'avoir des relations professionnelles, de donner du sens à sa vie professionnelle. Et moi, ça m'évoque un ancien sportif qui parle de la notion de performance et lui son leitmotiv c'est de dire c'est pas de la performance que naît le plaisir, mais le fait de se mettre en avant tout ce qui nous fait du bien. Et bien le plaisir va générer la performance, et ça je trouve qu'on ne le retrouve pas que dans le sport, mais quand on est bien dans son boulot, quand on a du sens dans ce qu'on fait, et ben ça génère une performance aussi au travail, et je suis super impressionné par ce que vous décrivez. J'ai aussi une grande chance, je dois dire, qui est de rencontrer énormément de belles personnes. Et cette chance, elle est à la fois dans tous les échanges, tous les entretiens que je fais de personnes qui souhaitent à un moment ou à qui on propose le programme FIAM. Et puis en entreprise, d'équipes, de managers, de leaders, de collègues. En fait, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de belles personnes, et des personnes qui à un moment ont vraiment envie et ont vraiment se donnent des chances, se dépassent et se dépassent, déplacent leurs propres limites et montrent qu'on peut continuer à avancer, qu'on peut se réaliser, quels que soient finalement les traumatismes ou quelles que soient les heures de la vie. Et ce sont de beaux apprentissages pour moi aussi. Alors merci. Bravo. Merci. Bravo à toi, Bravo. Sandrine. Merci. Merci pour votre écoute. Et si vous souhaitez plus d'informations sur le programme, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn. Inclusion avec un 1.